Bonjour à tous les internautes et bienvenue dans l'émission À vos droits. Aujourd'hui, le sujet que nous allons évoquer répondra à la problématique que se posent de nombreux couples. Est-ce que le fait d'organiser son union permet-il de protéger des dettes ? En effet, depuis 1999, qui instaure le pacte civil de solidarité, plus connu sous le nom de PACS, il n'existe plus seulement une seule manière d'organiser son union, ce qui peut amener un doute quant au régime à choisir lorsque deux personnes veulent organiser leur union. C'est pourquoi aujourd'hui, Julie, bonjour Julie, bonjour, et Caroline, bonjour, sont présentes afin de nous éclairer sur cette question. Elles vont nous présenter le régime applicable pour chaque union en termes de dette, mais aussi présenter une évolution de la loi qui date de 2014 mais dont l'application reste floue. Tout d'abord, nous avons recueilli le témoignage d'un couple en concubinage qui s'interroge sur la façon d'organiser son couple, mais et aussi aux conséquences qui en découlent au niveau de l'endettement. Bonjour. Présentez-vous. Je m'appelle Claire, j'ai 29 ans et actuellement je prépare le concours de professeur des écoles. Je m'appelle Alexis, j'ai 33 ans, nous sommes en concubinage depuis 9 ans. Nous sommes locataires, nous cherchons à acheter. Et qu'est-ce qui vous semble le plus protecteur entre le mariage, le PACS et le concubinage, et que pensez-vous faire pour votre couple ? Moi personnellement c'est le PACS qui me semble le plus approprié pour acheter. Ouais, et c'est plus facile de se paxer que de se marier pour moi. C'est plus simple à organiser et moi je vois le PACS comme ayant les avantages du mariage mais sans les inconvénients. D'accord, merci Claire Alexis. Suite à cette interview, l'on voit donc bien les questions que peuvent se poser les couples. Cependant, je pense qu'il serait nécessaire de faire un point sur le régime des dettes dans les couples afin d'en connaître le fonctionnement juridique exact. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ? Le Code civil a prévu un régime des dettes du couple marié et depuis 1999 du couple pacsé. Ces deux régimes sont similaires et permettent avant tout l'autonomie ménagère, qui correspond à la liberté de chaque membre du couple de gérer la vie courante sans avoir nécessairement besoin, à chaque fois, du consentement de l'autre. Mais il faut concilier cette autonomie ménagère avec l'intérêt des créanciers. C'est pour cela que le législateur a décidé d'introduire le principe d'une solidarité ménagère, c'est-à-dire que chaque membre du couple sera tenu de rembourser les dettes du ménage. Oui, en effet, comme vous le soulignez, Caroline, le législateur a organisé le rapport aux dettes dans le couple et a aligné les règles applicables au PACS sur celles applicables au mariage. Oui, que l'on soit face à un couple marié dont les dettes ménagères sont organisées par l'article 220 ou face à des partenaires de PACS dont les dettes de la vie courante sont organisées par l'article 515-4 du Code civil. Dans les deux cas, les membres du couple seront solidaires uniquement si la dette est dans un premier temps déclarée ménagère ou de la vie courante. D'ailleurs, pour la suite de l'émission, nous n'utiliserons que l'expression dette ménagère. La notion de solidarité peut-elle être assimilée au fait que l'on paye la dette pour l'autre ? Oui, en quelque sorte, parce qu'un époux pourra être amené à régler une dette dont il n'a même pas connaissance. Mais on ne parle uniquement des dettes ménagères, c'est-à-dire des dettes qui regroupent les dépenses liées à l'entretien du ménage et ou à l'éducation des enfants. Très bien, mais revenons sur la notion de dette ménagère. Pouvez-vous nous éclairer sur ce point ? Est-ce la même chose que la solidarité ménagère ? Non, en fait, ce sont deux notions différentes. Pour que le principe de solidarité ménagère s'applique, il faut que la dette soit déclarée ménagère. En fait, la qualification de dette ménagère est en quelque sorte un préalable pour appliquer le principe de solidarité. Et s'agissant de la dette ménagère, plus précisément, elle englobe donc tout ce qui regroupe les dépenses liées à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants, mais cette définition est très large et peu précise. On peut y trouver par exemple les dépenses de santé de la famille ou encore le paiement du loyer, et ce, quand bien même un seul des deux membres du couple le paie d'habitude. Eh bien, cela ne donne pas envie de se marier ou de se paxer puisque toutes les dettes semblent être ménagères et susceptibles d'être payées par les deux époux. Y a-t-il un moyen de contourner ce régime qui pourrait sembler injuste pour celui qui n'a pas contracté, car l'on pourrait même croire que cela permette à l'un de profiter de l'autre ? Non, il ne faut pas s'alarmer trop vite parce que la dette doit dans un second temps être reconnue comme étant solidaire pour que les deux membres du couple doivent la rembourser. On pourrait dire qu'il y a deux conditions pour faire jouer le principe de solidarité ménagère. Ce que dit Caroline est vrai, le législateur pose des conditions pour appliquer la solidarité ménagère, mais il a introduit des exceptions. Si la dette est trop élevée par rapport au train de vie du ménage, la dette ne sera pas déclarée solidaire. Prenons l'exemple de l'époux qui déciderait d'acheter une Porsche alors que le ménage gagne le SMIC. La dette aura toutes les chances d'être déclarée comme étant excessive et non ménagère. Dans ce cas, c'est celui qui a contracté la dette qui sera tenu seul de le rembourser. Dans notre exemple, c'est l'époux. Ensuite, il n'y aura pas de solidarité non plus pour les emprunts et achats à tempérament conclus sans le consentement du conjoint. Par exemple, si l'épouse décide d'acheter un vélo elliptique seule en 10 fois sans frais, elle sera seule tenue de rembourser la dette.
Toutefois, il faut noter que la dette pourra être quand même déclarée solidaire dans le cas où les emprunts et achats à tempérament portent sur des sommes modestes et nécessaires aux besoins de la vie courante. Si l'on reprend l'exemple du vélo elliptique, si le vélo elliptique coûte 250 € et que chacun des membres du couple gagne 2000 € par mois, la dette sera déclarée solidaire et ils seront tenus tous les deux de la rembourser. Mais alors, pour quel type d'organisation du couple pouvez-vous nous conseiller d'opter? Plutôt Pacs ou mariage? Et si on reprend l'exemple de Claire et Alexis, qu'est-ce qui est le plus judicieux pour eux? Donc en fait, même si dans un premier temps, le Pacs pouvait paraître plus dangereux et moins avantageux, le législateur, en 2006, a décidé d'aligner les exceptions applicables au Pacs à celles applicables au mariage. Donc aujourd'hui, au niveau des dettes, le régime est identique, quelle que soit la forme d'organisation du couple choisi. Mais dernièrement, il me semble qu'une réforme a eu lieu en 2014 avec la loi Hamon. Pouvez-vous nous éclairer sur ces changements, puisqu'il me semble que le texte évoque une pluralité d'emprunts ou encore une notion de consentement. Tout cela me semble flou et encore plus difficile de déterminer qui paiera. En effet, la loi de 2014 ne vient pas du tout simplifier le régime, donc elle a introduit l'exception que Julie a mentionnée, et une exception à l'exception a été introduite dans le code aussi. La pluralité d'emprunts, même de sommes modestes, peut permettre d'écarter la solidarité si le montant global est excessif. Donc on va reprendre l'exemple de Julie avec le couple qui gagnait 4 000 € par mois à deux. Imaginons que madame, en plus du vélo elliptique, ait décidé d'acheter divers appareils d'électroménager au moyen de plusieurs crédits à la consommation. Pris un par un, chaque achat porte sur une somme modeste, mais une fois réunis, ils forment une pluralité d'emprunts dont le montant pourra être excessif et la solidarité n'aura certainement pas lieu. D'après vos explications, cela semble donc être plus simple de ne pas payer la dette que son époux contracte et donc plus juste pour l'époux qui n'a pas été informé. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a un revers dangereux. Les créanciers vont avoir tendance à insérer donc une solidarité conventionnelle, c'est-à-dire qu'ils vont insérer une clause de solidarité dans les contrats qu'ils vont passer avec les membres du couple. Et en cas de défaillance dans le paiement de la dette, les deux seront tenus de payer. Les termes de la loi sont flous et on n'a pas de jurisprudence pour savoir si ce recours à la solidarité conventionnelle est avéré ou non. Et la loi Hamon est beaucoup trop récente pour se prononcer. C'est vrai, Julie, et les mots « somme modeste » ou l'expression « nécessaire aux besoins de la vie courante » sont trop abstraits et la loi n'a que 3 ans, on ne connaît pas encore ses répercussions réelles. De plus, la solidarité conventionnelle va être imposée aux couples parce que s'ils n'y consentent pas, c'est le crédit dans son entier qui leur sera refusé et ils auront énormément de mal à consommer. Oui, et en recourant à cette solidarité conventionnelle, on va assister à une sorte d'uniformisation du régime des dettes, c'est-à-dire que, par exemple, les concubins qui sont normalement indépendants l'un de l'autre par rapport à leurs achats et également et surtout par rapport à leurs dettes, vont être tenus de rembourser tous les deux. Donc, au final, la solidarité semble s'imposer, peu importe qu'on soit marié, pacsé ou en concubinage. Merci. J'espère que grâce à vous, nos internautes seront désormais mieux informés quant aux enjeux liés aux dettes dans l'organisation juridique de leur couple. Je remercie tous nos internautes d'avoir suivi l'émission. Vous pouvez écouter notre émission de radio très prochainement pour avoir des informations complémentaires et plus de détails sur les crédits à la consommation dans les couples mariés. Nous ferons également paraître un article de presse sur les concubins et quant au risque qu'ils encourent à cause de leur apparence de couple marié, un risque auquel on ne pense pas souvent et qui peut engendrer des conséquences sur l'endettement du couple. Au revoir Julie et Caroline. Au revoir. Au revoir.